Bien, rebonjour à tous. J'espère que la pause méridienne vous aura permis de digérer les premiers éléments qui ont pu vous être donnés ce matin. Alors moi j'ai dû vous quitter de façon précipitée, donc je ne sais pas si je dois désannoncer Maître Dezan ou si cela a déjà été fait. Je vais donc le désannoncer. Maître Dezan devait nous rejoindre pour évoquer avec nous des difficultés pratiques et particulièrement concrètes qui tiennent à cette interrégulation des activités numériques. Il a d'ailleurs rédigé une première version d'un papier dont il nous a donné la primeur, qui était particulièrement intéressant, sur des difficultés très opérationnelles de pilotage, notamment pour les structures, articulation de cette mise en conformité avec différents instruments, des instruments qui se chevauchent imparfaitement les uns les autres, ce qui veut dire qu'il y a une vraie stratification des opérations à réaliser et forcément une charge administrative et économique qui s'en ressent en conséquence. Alors j'imagine, et à voir vos visages, je mesure la frustration qui est la vôtre de ne pas pouvoir entendre une telle intervention. Rassurez-vous, il s'est déjà engagé en vérité par cet écrit à ce que son intervention fasse l'objet d'une publication et grâce à Mouna, c'est dans la revue des affaires européennes aux éditions Bruylantes-Larcier que les contributions, si vous acceptez, messieurs notamment, de rédiger une contribution à l'issue de nos échanges, seront prochainement publiées dans un dossier spécial. Et puisque je suis à la chaire, il faut que je m'annonce moi-même. Tout de suite, moi. Voilà. Alors, j'avais proposé dans le cadre de ces journées d'aborder une thématique sur laquelle j'avais déjà pu travailler un petit peu sous l'angle seulement du RGPD. Et en vérité, je vais proposer d'élargir un petit peu la réflexion à plusieurs instruments. Évidemment, et tout de suite, je vous le dis, sans être exhaustif, comment l'être face au nombre des instruments qui sont concernés par la régulation des activités numériques. Le sujet auquel je vais m'intéresser, c'est l'articulation des voies de recours devant le juge et devant les autorités de contrôle, en partant d'un constat très simple, qui n'a rien d'original, c'est la montée en puissance indéniable des autorités de contrôle dans le droit du numérique, parce que chaque règlement apporte de nouvelles autorités ou de nouvelles compétences aux autorités préexistantes. Mouna a évoqué ce matin le tableau magnifique développé et proposé, l'infographie qui nous a été proposée à propos de la mise en œuvre du règlement sur l'intelligence artificielle. Je vous avoue que ma première réaction en le voyant a été « ouf !» parce qu'on constate le nombre et la diversité des acteurs qui sont mobilisés sur ce règlement et on mesure aussi l'ensemble des interactions, le nombre et la quantité des interactions qu'il va falloir entre eux pour que ce règlement soit correctement mis en œuvre. Et nous ne sommes là qu'à l'échelle française, c'est dire la complexité lorsqu'on construit véritablement un système à l'échelle de l'Union, d'où ma question tout à l'heure intéressée notamment d'un pilotage centralisé. On est donc, la figure a déjà été évoquée, dans une jungle des sources, une jungle des instruments relatifs au numérique, et dans lesquels les autorités de contrôle sont quasiment surreprésentées, de sorte que la figure du juge, elle, apparaît pour le moins discrète. Il y a une omniprésence face à la discrétion d'un juge, voire parfois, et dans la plupart des instruments d'ailleurs, une absence du juge qui peut devenir à certains égards inquiétante, puisque ce sont les autorités de contrôle qui prennent le rôle principal dans l'application, la surveillance et le respect des instruments. Ce sont elles qui véritablement deviennent les bouches de la loi, pour reprendre une vieille expression, le juge étant relégué à la fois temporellement, mais aussi symboliquement, dans des fonctions qui peuvent apparaître relativement subalternes. Alors, dessinons un peu plus précisément la situation. Certains instruments prévoient explicitement l'intervention du juge. C'est le cas, par exemple, du RGPD, celui qui a pu être le point de départ de ma réflexion, puisqu'on y trouve un droit à un recours juridictionnel effectif, qui n'est pas uniquement le droit de saisir une autorité de recours, un juge de recours contre les décisions de l'autorité de contrôle, mais qui est aussi le droit de saisir immédiatement le juge contre le responsable de traitement ou le sous-traitant. Dans le RGPD, cela est notamment utile pour mettre en œuvre le régime de responsabilité de l'article 82. Si l'on contraste, dans le RSN, dans le règlement sur les services numériques, on constate qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de consécration d'un droit à un recours juridictionnel effectif, même si
Indirectement, le règlement le présuppose, notamment lorsqu'il prévoit que les autorités judiciaires et administratives nationales compétentes pourront émettre des injonctions. Dans le règlement sur l'intelligence artificielle, on retrouve un droit à la réclamation auprès d'une autorité de surveillance, mais pas de droit à un recours juridictionnel effectif qui soit explicité. Alors peut-être est-ce parce qu'il s'agit uniquement d'un règlement sécurité des produits et qu'il s'agirait là d'un trait commun à cette série d'instruments. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de disposition qui puisse directement être invoquée et mise en œuvre afin d'obtenir la cessation ou la réparation d'un comportement illicite de la part des fournisseurs ou déployeurs. Les dispositions du RIA ne serviront finalement que de dispositions médiates, c'est-à-dire qu'elles permettront de caractériser l'obligation préexistante qui a été méconnue pour mettre en œuvre une responsabilité pour faute, mais elles ne sont pas le fondement immédiat et direct d'une telle responsabilité. Le plus souvent, le juge est donc évoqué en qualité d'instance de recours, mais dans cette perspective, lorsque le juge n'est que l'instance de recours contre l'autorité de contrôle, contre les décisions de l'autorité de contrôle, la question de l'articulation est finalement assez faible et assez peu intéressante. Non pas qu'il n'y ait pas de question, mais du moins il n'y a rien d'original ou de particulièrement intéressant. Ce qui va plutôt concentrer mon attention, c'est la possibilité, ou bien l'impossibilité, si articulation il y a, de saisir en parallèle le juge et l'autorité de contrôle. Et c'est déjà ce que présuppose le RGPD et qui s'avère particulièrement intéressant. Cette concurrence, en effet, elle a été organisée dans le RGPD qui dispose le droit d'introduire une réclamation devant l'autorité de contrôle sans préjudice, on retrouve cette belle expression particulièrement mystérieuse et brumeuse, sans préjudice du droit d'exercer un recours devant une juridiction et vice-versa, droit de saisir le juge, sans préjudice du droit de saisir une autorité de contrôle. La Cour de justice, comme on pouvait légitimement s'y attendre compte tenu des considérants du règlement, a indiqué qu'il s'agissait de voies de recours autonomes l'une de l'autre, qu'elles pouvaient s'exercer en parallèle. Autrement dit, la saisine de l'autorité de contrôle n'exclut pas la saisine du juge, alors même que les deux peuvent être saisis d'un même objet, d'un même recours. Par exemple, obtenir satisfaction quant à l'exercice d'un droit prévu par le RGPD. L'autorité de contrôle peut effectivement statuer sur ce point. La Cour de justice a donc pris une position très claire puisqu'elle indique que les recours peuvent être exercés de manière concurrente et indépendante. C'est un parallélisme qu'on retrouve notamment dans le règlement européen sur les données de santé, mais parce que finalement il n'est qu'une déclinaison particulière du RGPD. En revanche, ce parallélisme, il n'est pas systématiquement prévu, ne serait-ce qu'au travers d'une formule qu'on pourrait penser rituelle, sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel. Cette formule qu'on trouve dans le RGPD, elle n'existe pas, elle ne se retrouve pas dans les dispositions qui prévoient le droit de saisir une autorité de contrôle sous l'empire des autres instruments. Alors, comme toujours en droit, il y a un silence, mais se méfier du silence et du sens qu'on entend lui donner. Ce silence ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit de saisir le juge, mais que, au contraire, l'Union européenne n'a pas exercé de compétences sur ce point et que, comme on va le voir, cela tombe dans les méandres d'autres principes qui relèvent toutefois du droit de l'Union. Ce silence, donc, on ne pourra pas lui donner une réponse uniforme s'agissant des autres instruments. On ne pourra pas préciser pour chacun d'eux, en tout cas de façon certaine et aujourd'hui, s'il y a un parallélisme des voies de recours, si je peux saisir l'autorité de contrôle indépendamment et concurremment du juge, ou bien si une telle voie est exclue. Cette concurrence, elle va exister, à mon sens, quoi qu'il en soit, à raison simplement de l'existence plus générale, dans l'article 19, paragraphe 1 TUE, article 47 de la Charte, du droit à un recours juridictionnel effectif. La seule existence de ce droit fondamental, dans le droit primaire, rend nécessaire que chacun des États membres organise des voies de recours, pas seulement contre les décisions des autorités de contrôle. Donc la concurrence, elle existe au moins dans son principe, reste à savoir comment elle va s'organiser. Articulation des voies de recours qui risque dès lors d'osciller à raison de la marge de liberté variable qui sera laissée aux États membres entre
le parallélisme pur et dur, celui que l'on retrouve dans le RGPD, avec toutefois peut-être quelques nuances qui restent à préciser, et la hiérarchie, une forme peut-être de préemption de l'autorité, ou de la compétence plutôt, préemption de la compétence de l'un sur l'autre, par des principes qui peuvent être assez classiques, comme prior tempore potior iure, premier dans le temps, premier servi. Alors, nonobstant cette défaillance, si on essaie de jeter un regard transversal, pour autant que ce soit possible, sur cette articulation des voies de recours, le premier constat que l'on peut faire, assez facilement, c'est que s'il existe une concurrence entre les autorités de contrôle et le juge, c'est nécessairement une concurrence qui est faussée, à raison des caractéristiques de chacune des voies de recours. Mais cette concurrence, la penser comme telle, en tant que concurrence, peut être gênant, puisqu'il faudrait plutôt la penser en termes de complémentarité. Il y a intérêt à ce qu'il y ait une forme de complémentarité organisée, pensée entre ces deux voies de recours. Ce sont les deux points que je vous propose maintenant d'aborder. En premier lieu, une concurrence faussée. Ce sont d'abord les apparences qui faussent cette concurrence parce qu'elles laissent à croire à la prééminence des autorités de contrôle. Elles sont partout, elles sont omniprésentes et dans l'esprit commun des justiciables, quand il y a un problème, par exemple en matière de protection des données, eh bien personne ne pense à aller saisir le juge. Tout le monde pense à saisir la CNIL qui, il est vrai, a assuré sa promotion de façon efficace. Promotion n'est pas dans un sens péjoratif, mais dans le bon sens. Elle a su faire connaître son rôle et ses missions. Mais ce n'est pas la principale cause de cette concurrence faussée. À vrai dire, la concurrence, elle est faussée à raison des finalités propres à chacune des voies de recours et des procédures qui sont mises en œuvre, ce qui forcément ne facilite pas la tâche des justiciables, ce qui ne facilite pas leur accès au droit et leur accès à la justice, ici au sens très très large. Commençons d'une part par les finalités distinctes des voies de recours. Les voies de recours ont quand même un objet commun. Partons de là, c'est l'effectivité du droit du numérique, à assurer l'application de ce droit. Mais l'effectivité n'est pas assurée au même titre, ce qui n'est pas sans incidence sur les raisons, sur l'objet des demandes dont peut faire l'objet l'autorité de contrôle ou le juge. Je vais reprendre ici une distinction qui est bien connue du droit de la concurrence et qui me semble parfaitement devoir s'appliquer, aucune originalité bien sûr, qui me semble devoir parfaitement s'appliquer dans notre contexte, c'est la différence entre private enforcement et public enforcement. Je me suis servi des travaux de Raphaël Amaro, célèbre et brillant, évidemment, concurrentialiste. Les autorités de contrôle, eh bien, elles sont là pour assurer le public enforcement, c'est-à-dire la mise en œuvre du droit de l'Union au moyen de mesures préventives et répressives. Elles assurent une sanction essentiellement dans un intérêt public. En témoignent les pouvoirs qui leur sont conférés, qui sont des pouvoirs d'enquête, donc des pouvoirs coercitifs, peuvent se rendre dans les locaux, demander un certain nombre d'informations, entendre les personnes concernées, sous réserve bien sûr du droit de ces personnes de se taire. Et ces autorités peuvent adopter aussi des mesures correctrices qui vont jusqu'à l'amende administrative. Je vous rappelle qu'elle peut aller jusqu'à quoi 4% du chiffre d'affaires mondial pour le maximum et 20 millions d'euros s'agissant du RGPD par exemple. Évidemment, chaque instrument prévoit ses propres plafonds. Preuve en est de cette mission répressive qui est celle des autorités de contrôle, c'est que les juridictions ont reconnu qu'elles avaient une mission para-pénale, que les sanctions qu'elles adoptaient étaient à vocation punitive et que dès lors s'appliquait le champ des règles pénales. Le principe ne bis in idem, par exemple, qui va limiter la possibilité de cumuler les sanctions administratives et les sanctions ordonnées par les juridictions pénales à proprement parler. Dans cette perspective, les autorités de contrôle, et de façon un peu oxymorique, constituent le bras armé du pouvoir exécutif. Un oxymore parce qu'elles sont censées, pour la plupart d'entre elles, être indépendantes, mais elles sont une forme de pouvoir exécutif parce qu'elles assurent l'application de la loi. En principe, ces autorités, c'est l'une des différences sur lesquelles je reviendrai, ne disposent pas de la jurisdiction, du pouvoir de dire le droit, elles n'ont le pouvoir que de l'appliquer. J'en reviens à l'expression des bouches de la loi. Le juge, lui, le juge dans la perspective que j'ai bien précisée, c'est-à-dire non pas le juge instance de recours contre les décisions, mais
le juge directement saisi par le justiciable contre l'opérateur économique débiteur des obligations tirées du droit du numérique. Ce juge, il participe au private enforcement. Autrement dit, prévention et réparation des préjudices causés aux victimes de manquements au droit du numérique. Preuve en est de cette mission qui semble réservée aux juges, c'est que les autorités de contrôle ne peuvent pas satisfaire à des intérêts privés s'agissant de la réparation. Par exemple, l'article 82 du RGPD est hors le champ des missions et compétences de l'autorité de contrôle. L'autorité de contrôle ne peut pas réparer les dommages subis par la victime. Et d'ailleurs, devant l'autorité de contrôle, j'y reviendrai procéduralement, la victime n'est pas partie à la procédure qui s'y déroule. Alors, la séparation entre ces deux missions, public et private enforcement, forme une distinction assez commode, mais évidemment une distinction qui ne résiste pas à certaines zones de friction, puisqu'il y a des missions qui sont communes aux autorités de contrôle et aux juges. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure, avec l'exemple du RGPD, c'est-à-dire exiger du responsable de traitement qu'il satisfasse à l'exercice des droits sous l'empire du RGPD, mais c'est aussi le cas des injonctions contre les contenus illicites sous l'empire du règlement sur les services numériques. La distinction fonctionne, elle n'est donc pas purement étanche. Mais la concurrence est encore faussée par les procédures qui sont mises en œuvre d'autre part. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles procédurales parce que, évidemment, elles sont très éparses, elles sont distinctes d'une autorité à l'autre, même si l'on pourrait retrouver un certain nombre, évidemment, de lignes directrices d'une autorité de contrôle à une autre. Alors justement, s'agissant des autorités de contrôle, il y a généralement, au profit des personnes concernées au sens large, un droit de les saisir qui est consacré, un droit qui apparaît toutefois comme une forme, alors en fonction de votre opinion et de votre regard, soit comme une prémisse du droit à un recours juridictionnel effectif, soit comme un succédané de ce droit à la protection juridictionnelle effective. La procédure qui s'engage, surtout, est marquée par son caractère inquisitoire. C'est l'autorité de contrôle qui dispose elle-même des pouvoirs d'investigation, même si on nous dit qu'au sein de l'autorité de contrôle, il y a une forme de séparation des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs de contrôle. Il demeure que l'organe est le titulaire des pouvoirs d'enquête et de sanction. La participation à la procédure de celui qui introduit la réclamation est en revanche variable. Parfois, elle est laissée à l'appréciation du droit national. C'est le cas sous l'empire du RGPD, ce qui fait qu'on a des régimes procéduraux distincts en fonction des États membres. En France, la personne concernée n'est pas partie à la procédure, elle n'a fait que mettre une pièce dans la machine. Dans d'autres États, elle est partie à la procédure, elle peut être entendue de sorte à peser la décision qui sera rendue sur le fond. Dans d'autres cas, les textes imposent la participation de cette partie qui a posé la réclamation à la procédure. La gratuité de la saisine d'une autorité de contrôle est, à regarder les textes, rarement imposée. Elle l'est clairement sous l'empire du RGPD, mais dans les autres instruments, elle ne l'est pas systématiquement, ce qui laisse encore une marge de manœuvre aux États membres. Mais l'auteur de la réclamation peut toujours, en apparence, rester relativement passif dans la procédure. Parce que les procédures sont majoritairement inquisitoires, une fois que l'autorité est saisie, elle a une obligation de diligence. Elle devra mener à bien la procédure, offrir une réponse, sans que la passivité de celui qui a introduit la réclamation ne puisse être un facteur ou une raison de mettre un terme à la procédure. La seule passivité que l'on peut reprocher à celui qui a introduit la réclamation, c'est de l'avoir insuffisamment motivé ou d'avoir insuffisamment précisé ses demandes, ce qui justifie potentiellement une clôture de la plainte. C'est la politique actuelle de la CNIL. Je pense qu'elle a tort au regard de la jurisprudence et de l'esprit général, mais toujours est-il que c'est la politique qu'elle applique dans un esprit qu'on peut comprendre, qui est celui de la gestion des flux croissants de plaintes qu'elle a à traiter et évidemment des moyens limités qui lui sont offerts par l'État pour ce faire. Devant les juridictions, la partie à l'origine de l'instance aura et devra avoir cette fois-ci un rôle plus actif, notamment parce qu'elle aura la charge de la preuve dans la plupart des cas, et sauf
exception comme sous l'empire du RGPD, puisque sous l'empire du RGPD, la charge de la preuve est inversée par l'effet du principe de responsabilité prévu par l'article 5.2. Les juridictions nationales offrent également des avantages procéduraux supérieurs parce que le juge est seul à disposer de la jurisdiction, du pouvoir de dire le droit. Alors c'est assez théorique, mais tout de même, il est le seul à pouvoir interpréter les textes, à pouvoir combler d'éventuelles lacunes ou dissiper un doute quant au sens à leur donner. Théoriquement, les autorités de contrôle ne le peuvent pas. Je dis bien théoriquement parce qu'en pratique, quand on lit les décisions des autorités de contrôle, elles sont bien forcées pour exécuter leur mission de combler un certain nombre de lacunes en allant chercher de la jurisprudence, en allant chercher parfois aussi, et on tombe sur le sujet de l'interrégulation, les décisions qui ont pu être rendues par d'autres autorités nationales. Je pense à la CNIL parce que je lis régulièrement les délibérations. Elle n'a de cesse, par exemple, en matière de mot de passe, de se référer aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On sait par ailleurs qu'elle a désormais un partenariat formel avec l'autorité de la concurrence et que ce partenariat a déjà porté ses fruits sur plusieurs sujets. Les juridictions sont également les seules qui peuvent poser une question préjudicielle. Autrement dit, les seules qui peuvent interroger la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir une clarification du sens à donner au texte. L'autorité de contrôle n'est pas une juridiction au sens de l'article 267 du TFUE. Elle ne peut pas poser elle-même une question préjudicielle. Ce qui veut dire que si le point de droit sur lequel vous saisissez l'autorité de contrôle est douteux, l'autorité de contrôle devra elle-même saisir le juge en fonction des règles procédurales nationales qui sont prévues pour ce faire, puisque les textes ne prévoient majoritairement pas les règles qui sont applicables à une telle saisine, et attendre du juge ensuite qu'il saisisse la Cour de justice, avec toujours cette variation, obligation de saisine uniquement si c'est un juge de dernier ressort et pourvu qu'il identifie un manque de clarté dans les textes. Autrement dit, si la question est propre à soulever un doute sur l'interprétation du texte, autant se passer de l'étape autorité de contrôle et aller directement devant le juge de façon à économiser quelque peu à la fois les moyens de l'État et ses propres moyens. Par ailleurs, un autre point que j'aime beaucoup, je l'utilise toutes les fois que je peux, c'est une phrase de la Cour de justice qu'elle a eue dans un arrêt particulièrement intéressant où elle rappelle que, alors non seulement le juge est seul détenteur de la juridiction, mais aussi que les juridictions sont les mieux placées pour effectuer une mise en balance complexe et approfondie des droits et libertés fondamentaux qui tiennent compte de tous les critères et de tous les éléments établis par la jurisprudence pertinente de la Cour ainsi que de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dire, en creux, les limites qui sont celles de l'office des autorités de contrôle. Oui, elles peuvent être saisies de questions difficiles, mettant en balance notamment liberté d'expression versus droit au respect de la vie privée. Et on sait la difficulté que peuvent susciter de telles mises en balance, la jurisprudence de la Cour EDH le démontre. Mais ces autorités de contrôle sont limitées parce qu'elles n'ont pas la compétence, ni, j'oserais dire aussi, la légitimité pour opérer une telle mise en balance. Simplement, et c'est là où je nourris pour ma part une déception, la limite a été formulée, mais elle n'a aucune traduction. C'est-à-dire que l'autorité de contrôle devra tout de même opérer la mise en balance qui lui est demandée, par exemple, dans l'exercice du droit au déréférencement. Simplement, on a cette tâche qui s'applique directement à sa prise de décision, mais qui n'aura pas d'effet juridique. L'autorité ne peut pas se dessaisir, et à ma connaissance, il n'y a pas de règle qui prévoit qu'elle pourrait décliner sa compétence au profit du juge, considérant l'équilibre trop complexe qu'elle aurait à réaliser dans le litige, plutôt dans la situation, dont elle est saisie. Et puis d'autre part, autre élément qui fausse la concurrence, c'est que la qualification juridique des décisions prises par les autorités de contrôle, d'une part, et par le juge, d'autre part, est bien différente. D'un côté, on a un acte administratif individuel. De l'autre, on a une décision de justice pourvue d'une autorité de chose jugée, certes, relative. Mais la différence est là, la valeur contraignante n'est pas du tout la même. L'exécution forcée sera aisée à mobiliser. S'agissant de la décision juridictionnelle, elle sera plus difficile, ou en tout cas elle impliquera d'autres étapes procédurales supplémentaires du point de vue d'un acte administratif individuel.
Et puis, puisque j'ai quelques casquettes en DIP, les décisions des autorités de contrôle ne peuvent pas circuler d'un État membre à un autre. Ça reste un acte administratif et donc on est dans des perspectives très cloisonnées pour les ordres juridiques nationaux, alors que la décision prise par un juge en application du droit du numérique relève de la matière civile et commerciale au sens du règlement bruxellien refondu, et là, libre circulation des décisions dans tous les États membres. Ce qui a le mérite de venir accroître la portée d'une décision, alors que, par exemple, même la décision de l'autorité de contrôle chef de file sous l'empire du RGPD n'a pas cette vocation à circuler et à produire effet automatiquement, sans procédure préalable, dans les autres États membres. Cette concurrence, elle est faussée à raison de cette longue liste un peu rébarbative de différences qui ont pu être identifiées, mais cette concurrence, elle doit être outrepassée pour aller vers la complémentarité. L'idée, c'est que la concurrence, elle existe a priori. A priori, il y a concurrence entre les différentes voies de recours, mais toute articulation n'est pas exclue, même si elle est aujourd'hui largement passée sous silence ou véritablement rejetée. Sous l'empire du RGPD, il n'y a quasiment pas d'articulation, sauf une fois que les voies de recours ont été ouvertes. Et là, on entre dans le flou artistique. Dans le flou artistique, parce que le droit de l'Union n'a pas réglé la question et que tout dépend du droit national des États membres. Par où, une fois encore, les textes prétendent pour la majorité d'entre eux à l'uniformité. Ce sont majoritairement des règlements en droit du numérique, sauf quelques directives cybersécurité par exemple. Ils prétendent à l'uniformité, mais ils laissent grandement se réintroduire la diversité par le truchement des marges d'appréciation, qui sont nombreuses, plus d'une cinquantaine sous l'empire du RGPD, et par le truchement aussi d'un concept qui sera important ici, qui est l'autonomie procédurale des États membres. Alors, il nous paraît primordial de s'emparer, en tout cas pour les États membres, de s'emparer de cette opportunité, de construire une complémentarité, malgré les limites qu'impose le droit de l'Union. D'abord, la complémentarité. Alors, on l'a dit, parallélisme des voies de recours, mais même à considérer le parallélisme et l'autonomie des voies de recours sous l'empire du RGPD, la Cour de justice a retenu une interprétation intéressante, puisqu'elle considère que le RGPD ne prévoit pas de compétences prioritaires ou exclusives, ni aucune règle de primauté de l'appréciation effectuée par l'autorité ou par les juridictions qui sont visées quant à l'existence d'une violation des droits conférés par ce règlement. Ici, c'est le bazar total. On nous dit que si le juge est saisi d'un manquement déjà qualifié comme tel par l'autorité de contrôle, le juge n'est pas lié par l'autorité de contrôle. Inversement, si l'autorité de contrôle est saisie d'un manquement que le juge a déjà caractérisé, l'autorité de contrôle n'est pas liée par la décision juridictionnelle. C'est en substance ce qu'essaie de nous dire la Cour de justice pour garantir, en tout cas on peut le penser à cet égard, l'effet utile des textes et l'effet utile de mon expression sans préjudice des recours juridictionnels ou administratifs. C'est donc sous cette réserve que l'État membre doit régler les modalités procédurales de chacun des recours pour garantir l'effectivité du droit du numérique et particulièrement pour éviter que ne soient adoptées des décisions contradictoires. Il ferait mauvais genre, pour le dire familièrement, qu'au sein d'un même ordre juridique coexistent deux décisions contradictoires parce que l'une a été prise par l'autorité de contrôle et l'autre par le juge. Ça n'est pas impossible. Il faut donc prévoir des règles procédurales pour l'éviter. Dans cette perspective, il faut noter que la Cour de justice a répondu sur le fondement de l'autonomie procédurale pour un État membre. Mais elle n'a pas envisagé cette perspective, nous sommes dans l'Union européenne, perspective dans laquelle serait saisie l'autorité d'un État membre, mais le juge d'un autre État membre. Ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est parfaitement possible, ne serait-ce qu'à la faveur du mécanisme de l'autorité chef de file. Et dans ce cas-là, la coordination, elle existe encore moins. Il y a des mécanismes de coordination prévus dans le RGPD, mais pas d'une autorité de contrôle d'un État au juge d'un autre État. Il faut donc se concentrer sur la gestion des procédures parallèles, en gardant à l'esprit deux configurations qui existent dans les textes, celle d'un parallélisme prévu par le texte,
le RGPD, et celle du silence. Alors pour chacune des deux configurations, l'arrêt métaplateforme qui a été cité déjà ce matin paraît un arrêt cardinal parce qu'il prévoit l'obligation pour les autorités de contrôle qui ont des missions différentes, c'était l'autorité de la concurrence et l'autorité en matière de protection des données, même si elles poursuivent donc des objectifs différents, obligation pour elles de se concerter et de coopérer loyalement afin d'éviter des divergences dans l'enforcement, dans l'enforcement, dans l'application des instruments dont elles ont chacun la charge. Cette obligation de coopération loyale, elle est fondée sur l'article 4, paragraphe 3 du TUE. Et si elle vaut pour les autorités de contrôle, eh bien pourquoi ne vaudrait-elle pas pour le juge et l'autorité de contrôle, voire même entre juges? Quel serait l'obstacle ici? Serait-ce l'indépendance des autorités de contrôle? Non, puisque cette indépendance n'y a pas fait obstacle dans l'arrêt métaplateforme. Serait-ce l'indépendance du juge qui l'empêche de devoir coopérer loyalement? Sans doute pas. Il manque aujourd'hui l'interprétation en ce sens, puisque cet article 4, paragraphe 3 a déjà pu faire l'objet d'interprétations parfois malheureuses. Ceux qui se souviennent des lois de police étrangère se rappelleront de l'arrêt Nikiforidis, dans lequel l'Allemagne avait tenté de fonder l'application de la loi de police étrangère sur la coopération loyale, considérant que la loi grecque avait été adoptée sur la base d'une décision décidée en partie par l'Allemagne, plus largement par l'Union européenne et par la Troïka, mais j'évoque des souvenirs peut-être anciens. Alors, dans l'hypothèse du parallélisme des voies de recours, on a retenu que s'il y a un parallélisme prévu par les textes, aucune autorité, aucun juge ne tiendra l'autre en l'état. Il n'y a donc pas de prévalence d'une procédure sur l'autre. Il ne reste donc comme mécanisme envisageable que la suspension d'une procédure dans l'attente de la clôture de l'autre. C'est un mécanisme qu'on connaît bien en matière procédurale et qui peut se fonder sur la règle prior tempore potior iure, c'est-à-dire que l'autorité ou le juge saisit en premier sursoirait à statuer le temps que l'autre organe ait rendu sa décision, de sorte qu'il puisse ainsi prendre en considération la décision rendue et éviter de rendre une décision contradictoire. Alors ce mécanisme se rapproche des exceptions de connexité et de litispendance, dont on trouve simplement certains échos dans les instruments de droit du numérique, par exemple s'agissant des procédures qui sont pendantes sous l'empire du RGPD devant les juridictions d'États membres différents. Devant le juge, le droit français nous offre un fondement qu'il faudrait toutefois préciser, c'est l'article 108 du Code de procédure civile qui pourrait servir éventuellement de fondement, ou encore les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, à condition qu'il soit interprété de façon conforme au droit de l'Union. Il faudrait mobiliser là un mécanisme spécial d'invocabilité. En revanche, la suspension n'a pas actuellement de fondement formel devant les autorités de contrôle, ce qui est assez gênant parce qu'elles sont liées, en tout cas pour certaines, par un cadre temporel. Elles doivent rendre des décisions dans un certain délai et la suspension de l'instance pourrait être devant elles problématique. Toujours dans cette première hypothèse, lorsque le juge est second saisi, la coopération avec l'autorité de contrôle peut être facilitée par certains mécanismes, puisque certaines autorités de contrôle ont explicitement la faculté en droit français de présenter des observations devant toute juridiction, et elles peuvent le faire sans invitation préalable. Pas besoin d'avoir été sollicitées par la juridiction, elles peuvent d'elles-mêmes intervenir, ce qui peut constituer un outil intéressant de coordination, je vais dire ainsi, des politiques juridiques respectives. La juridiction peut également en être à l'initiative en utilisant le processus de l'amicus curiae. C'est une possibilité qui lui est ouverte. Rien n'exclut les autorités de contrôle de ce dispositif qui permet d'inviter un sachant, un expert, pour qu'il s'exprime sur une question générale de droit et formule son avis devant la juridiction. Dans la seconde hypothèse, lorsque le droit de l'Union ne dit rien sur l'articulation des voies de recours, la question première, c'est de savoir quel sens donner
au silence. Faut-il considérer qu'on doit lire ce silence au contraire des dispositions explicites qui prévoient une articulation et qui prévoient en particulier le parallélisme des voies de recours? Donc le silence vaut-il non-parallélisme et donc hiérarchie, prévalence de l'un sur l'autre? Est-ce qu'il peut en conséquence en résulter des obstacles procéduraux valables devant l'autorité ou devant le juge saisi? La question reste actuellement en suspens, même si, à minima, on pourrait concevoir la transposition ici des règles de suspension. L'essentiel tiendra en vérité aux limites qui sont celles du droit de l'Union, c'est-à-dire aux limites qu'impose l'exercice de l'autonomie procédurale. Nous sommes dans le silence du droit de l'Union. L'État membre pourra décider librement, sous réserve des deux limites, c'est mon grand B du grand 2, que sont le principe d'équivalence et d'effectivité. Principe d'équivalence, les voies de recours offertes aux justiciables pour exercer les droits qu'ils tirent du droit de l'Union doivent être équivalentes, non pas identiques, mais équivalentes à celles ouvertes pour exercer les droits qui sont tirés du droit français. Et principe d'effectivité, les modalités de recours ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Alors, ici, le principe d'effectivité est celui qui va nous être particulièrement utile. Ce principe d'effectivité, il paraît difficilement compatible avec une irrecevabilité du recours introduit devant l'autorité de contrôle ou le juge au simple motif que l'inverse aurait été saisi, que le juge ou l'autorité de contrôle aurait déjà été saisi. Tout simplement parce que les règlements consacrent chacun un droit de saisir l'autorité de contrôle. Ce droit ne saurait être vidé de sa substance par un motif d'irrecevabilité de la saisine de l'autorité de contrôle à raison de la saisine préalable du juge. Il est également possible aux États membres de préciser, dans l'exercice de cette autonomie procédurale, l'autorité qui s'attache aux décisions des organes de régulation. Et dans cette perspective, on ne peut pas lier le juge par la décision d'une autorité de contrôle. Ça paraît totalement aberrant que le juge soit ainsi lié par un acte, par ce qui reste, en tout cas du point de vue français, un acte administratif individuel. Dans ce cadre-là, ce n'est pas en question l'exercice d'un pouvoir véritablement réglementaire. Au contraire, on pourrait plutôt recourir à d'autres mécanismes. Je reviens à une autre vieille marotte, c'est la mécanique présomptive. Autrement dit, considérer que dès lors qu'une autorité de contrôle a, dans cette situation particulière, caractérisé un manquement, le juge devrait présumer l'existence d'un manquement. La question suivante, c'est celle de savoir si cette présomption doit être irréfragable ou si elle doit être réfragable. Peut-on renverser la présomption qui résulte de l'autorité d'une décision? Alors, si je lui donne un caractère irréfragable, en vérité, je me suis caché derrière un paravent, puisque je lie le juge par un truchement, par un artifice du droit, mais il y aurait là le moyen de garantir une articulation particulièrement fluide des voies de recours et surtout un gain de sécurité juridique, de sorte à éviter que la saisine du juge directement contre l'opérateur économique ne soit un moyen de contourner la fermeture de la voie de recours ouverte contre la décision de l'autorité de contrôle. J'ai dépassé le délai pour saisir le Conseil d'État contre une décision de la CNIL. Ce serait un petit peu facile de pouvoir saisir le juge parce que je suis tenu par les délais de prescription de droit commun pour obtenir une décision venant contredire la décision de la CNIL. Il y aurait là sans doute un moyen de garantir aussi, et assez largement conçu, l'effet utile du droit de saisir l'autorité de contrôle. Si j'ai le droit de la saisir mais que ces décisions peuvent être vidées de leur substance, le droit de saisir l'autorité de contrôle est lui-même devenu une coquille complètement vide. Il faudrait donc s'en tenir à une présomption irréfragable, sauf à considérer, je n'ai pas résolu totalement la question, donc je vous présente les pistes, sauf à considérer que le recours à la présomption réfragable pourrait être le moyen de concilier la coopération loyale des États membres avec la souveraineté de chacun,
notamment lorsqu'on est cette fois-ci dans la configuration où est saisie une autorité de contrôle d'un État membre et le juge d'un autre État membre. Dernière question, en cas de conflit entre les décisions prises par l'autorité de contrôle et un juge, vers quelle solution nous guide le principe d'effectivité? Alors, d'abord, la solution la plus facile. Si ce sont les autorités juges d'États membres différents, bon, la décision de l'autorité de contrôle n'a pas vocation à circuler, la contradiction est regrettable, elle porte atteinte à la cohérence du droit de l'Union, qui est un objectif poursuivi par les règlements, mais ça n'est pas un obstacle dirimant. Là où c'est le plus gênant, c'est lorsque cette contradiction intervient au sein d'un même ordre juridique. Parce que cette contradiction vient contredire l'effectivité du droit de l'Union, et le seul moyen de résoudre une telle difficulté, ce sont plutôt les moyens de prévenir le conflit qui interviennent en amont et d'interroger en aval la possibilité de recourir à des questions préjudicielles qui pourraient être posées alors en France par le juge judiciaire au juge administratif afin que celui-ci remette en cause, le cas échéant, la validité de l'acte administratif individuel que constitue la décision de l'autorité de contrôle. Alors, je suis navré d'avoir un peu complexifié les choses, mais j'espère simplement vous avoir démontré que les instruments de droit du numérique ont laissé en réalité un très grand nombre de questions dans le flou s'agissant de la possibilité de saisir en parallèle le juge et les autorités de contrôle. Je vous remercie.